Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo. L'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, leurs analyses, décryptages et parfois leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alfred Changolokoro. Bonjour Alfred. Bonjour Francis. Alfred Changolokoro, maître de conférence à la Sorbonne. Grégory Sileni est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Francis. Co-fondateur de Madagascar Média. Maître Jean-Paul Benoît, avocat, député européen honoraire, ancien haut fonctionnaire. Bonjour maître. Bonjour à tous et aux auditeurs. Et un invité spécial aujourd'hui, nous accueillons Jean-François Akanji Kombe, président du Conseil de résistance et de transition CRT, c'est en Centrafrique. Bonjour. Bonjour Francis, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Vous êtes professeur à l'école de droit à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes consultant international pour les questions de gouvernance, de droits humains et de sécurité. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous, bien sûr, tout à l'heure, dans quelques instants, de l'actualité en Centrafrique, une actualité tout à fait particulière. C'est l'occasion de vous livrer le sommaire de cette édition. Nous parlerons donc de l'incroyable projet de loi sur les agents étrangers en Centrafrique. On en saura plus dans quelques instants. Et puis en Europe, nous parlerons du cas Viktor Orban, le dirigeant hongrois, avec cette question: la Hongrie de Viktor Orban est-elle vraiment et entièrement un pays membre de l'Union européenne? Quelques réponses à cette question tout à l'heure dans cette émission. Et aux États-Unis, bien sûr, arrêt obligatoire aux États-Unis pour faire un point sur la présidentielle, sur la campagne de la présidentielle, et puis avec un rapide regard sur la dernière ligne droite de cette campagne qui suscite de plus en plus d'inquiétudes. On le verra dans quelques minutes au cours de cette émission. Premier sujet donc, la Centrafrique. Alors on dit la Centrafrique ou le Centrafrique d'ailleurs. Les deux se disent. Les deux se disent, la République centrafricaine en tout cas, avec cet incroyable projet de loi sur les agents de l'étranger. Le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a promulgué une loi portant statut juridique de ce qui est désigné comme agent étranger en République centrafricaine. Et à l'article 4 de cette loi, on apprend, cet article indique que est considéré comme agent de l'étranger toute personne physique ou morale qui, sous influence étrangère, exerce des activités qui contribuent à l'affaiblissement de la souveraineté et de l'intégrité de l'État. Alors Jean-François Akanji Kombe, cette initiative a été dénoncée par une bonne partie de l'opinion centrafricaine et par des mouvements de l'opposition, dont le Conseil de résistance et de transition que vous présidez. Alors où en est cette loi aujourd'hui qui a été, ce projet de loi qui a été soumis à l'Assemblée nationale? Où en est-on du processus? Alors, le projet a été soumis à l'Assemblée nationale, qui l'a renvoyé, on ne sait pas exactement pour quelle raison, au gouvernement pour complément d'information, et nous en sommes là aujourd'hui. Mais compte tenu du contexte dans lequel ce projet a été rédigé, c'est un projet qui reviendra devant l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le texte lui-même montre que, comme d'habitude, un projet qui est déposé est censé déjà être promulgué. Et d'ailleurs, dans le texte, on annonce même la promulgation par le chef de l'État. C'est assez surprenant d'ailleurs, parce que nous avons reçu le document du texte, évidemment, de ce projet de loi. Et en introduction, on a bien lu le chef de l'État promulgue le projet de loi. Promulgue la loi d'ailleurs. Alors comment on peut promulguer une loi qui n'a pas été soumise à l'Assemblée nationale et qui n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale? Alors formellement, le juriste que je suis est obligé de se dire que le texte n'a pas encore, la procédure, la formalité de promulgation n'a pas été accomplie. Mais il se trouve que nous sommes quand même dans un pays de tous les paradoxes, et voire même de tous les contraires. Et la notion de promulgation, sans doute, aux yeux de ce gouvernement, ne signifie pas la même chose que pour nous, communs des mortels. Donc il n'est pas exclu, trêve de plaisanterie, il n'y a pas de quoi plaisanter ici. Ce que je crois, et d'ailleurs les Centrafricains le vérifient régulièrement, c'est que, alors même que le projet n'est qu'un projet aujourd'hui, l'administration, ce qui représente l'administration centrafricaine, a déjà sa liste des agents étrangers. Donc, elle est déjà entrée en pratique. Il y a déjà une liste. Ce projet est déjà entré en... Alors, on va essayer de comprendre. Votre mouvement, le CRT, le Conseil de résistance et de transition, a qualifié ce projet de loi de
projet de loi scélérat rédigé sous la dictée des Wagner. Alors, quels sont les tenants et éventuels aboutissants de cette loi, si jamais elle était adoptée, pour qu'on comprenne bien, évidemment, les périls que vous dénoncez déjà, en tout cas, que suscite, selon vous, cette loi? Alors, nous sommes dans un contexte qui n'intéresse pas que la République centrafricaine, parce que depuis fort longtemps déjà, depuis plusieurs années, notre pays a été pris pour un laboratoire, le laboratoire du pire en Afrique. Et on y fabrique ce qui ensuite va être disséminé un peu partout, y compris dans les pays de l'AES par la suite, dans d'autres zones d'Afrique. Et ce qui est en train de se passer doit être regardé très attentivement à cette visée-là. C'est un laboratoire, malheureusement pour nous, et c'est un laboratoire d'ailleurs très très particulier parce que la dictature est déjà là. Il ne s'agit pas de créer une dictature, la dictature est déjà là. On a un processus qui est la construction d'un État totalitaire. Et les chercheurs qui viendront demain, les jeunes chercheurs, vont probablement analyser comme un cas unique d'un État totalitaire qui vient se croiser avec un gangstérisme économique d'État, un État qui se transforme. Mais bon, nous sommes des citoyens et nous nous battons contre ça, parce que le produit de ça pour la population, c'est une paupérisation, un appauvrissement, c'est des exactions sur les populations, c'est des gens qui souffrent en République centrafricaine. Mais, sur les enjeux, les tenants et les aboutissants, beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui analysent ce projet sous l'angle des subsides pour la société civile, par exemple. Pour la société civile, pour les organisations de jeunes, les organisations de femmes, qui sont essentiellement financées par l'étranger et considèrent que c'est une attaque contre cela. Et en réalité, ils se trompent parce que le projet a une plus grande ampleur que ça. Et puis il y a d'autres compatriotes, mais au-delà même des compatriotes, qui considèrent qu'il s'agit là d'expurger la République centrafricaine de l'influence étrangère, mais en réalité ils se trompent, parce que quand on regarde la République centrafricaine aujourd'hui, le cabinet du président de la République, de la primature, de l'Assemblée nationale est truffé d'agents étrangers. Non seulement les Russes, mais également les amis du président, tels que M. Sim, Parfait Émile Sim, par exemple, de triste mémoire, et d'autres encore. Et donc, en réalité, il ne s'agit pas d'expurger la République centrafricaine de l'influence étrangère, il s'agit en réalité d'offrir un instrument juridique qui sécurise la prise de possession de la République centrafricaine par un certain étranger. D'accord. Alors, justement, il faut dire que cette loi, ce projet de loi ressemble en tout point à la loi votée en 2012 en Russie, qui était aussi qualifiée de loi sur les étrangers, sur les agents étrangers en Russie, et qui désigne aussi comme agent de l'étranger quiconque, alors les mots sont intéressants, quiconque reçoit un soutien de l'extérieur de la Russie ou qui est sous l'influence de l'extérieur de la Russie. Alors on retrouve les mêmes mots, les mêmes formulations dans le projet de loi qui vient d'être produit par le régime de Bangui. Ce n'est pas seulement de l'inspiration, nous avons là un copier-coller. Quand hier on critiquait le fait que des États africains puissent prendre exemple sur d'autres, puissent appliquer dans leur pays des lois qui ont été faites pour d'autres sociétés, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller et en réalité l'enjeu est double dans notre lecture. Le premier enjeu, c'est un nouvel enjeu d'exclusion. Nous avons un pouvoir qui cherche à exclure. Je disais tout à l'heure que ce n'était pas fait pour exclure des étrangers, c'est fait pour neutraliser des Centrafricains. Des Centrafricains qui ne pensent pas la même chose que le pouvoir. Des Centrafricains qui osent critiquer, des Centrafricains qui osent demander des comptes. Ceux-là, lisez l'article et nos téléspectateurs, qu'ils aillent lire par exemple l'article 24 et l'article 25. La conséquence de l'inscription sur la liste des agents étrangers, c'est d'être exclu de l'espace politique. D'être exclu de l'espace de tout débat politique, y compris même simplement des manifestations. Mais il y a autre chose, qui est également, comme je disais tout à l'heure, nous sommes devenus un État exceptionnel qui est devenu une sorte de gang par de la prédation économique. Et l'article 7, paragraphe F, est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il prévoit notamment que les organisations qui sont de droit centrafricain, mais qui sont dirigées par un agent étranger,
sont ipso facto considérées comme des organisations étrangères, Oui. et donc exposées à l'ensemble des peines, des sanctions qui sont prévues, dont la sanction notamment de confiscation des biens. Et lorsqu'on pense à des entreprises, lorsqu'on pense à des organisations qui sont des opérateurs économiques, notamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le jour où on a décidé que tel Centrafricain dispose de biens qu'on veut s'approprier, on le colle dans la liste, on récupère ses biens, on confisque ses biens. Nous sommes dans ce système-là qui est en fait une attaque massive, frontale contre des Centrafricains. J'ajoute juste une chose, ce n'est qu'un élément de plus par rapport à ce qu'ils ont appelé la Constitution, que nous ne considérons pas comme étant une Constitution, avec les critères qui avaient été posés notamment de centrafricanité d'origine. Il faut être centrafricain d'origine pour se présenter à des élections ou pour être dans la fonction, candidater à la fonction publique d'État. L'attaque contre la double nationalité, nous avons aujourd'hui un élément de plus qui permet une répression administrative de toute personne. Et ça va jusqu'au pénal, d'ailleurs. Hein. Donc, voilà le contexte dans lequel nous sommes. Dans quelques instants, on va écouter les commentaires des chroniqueurs, bien sûr. Alors, en lisant, il y a quelques éléments tout à fait surprenants dans ce projet de loi. À l'article 5, on définit ce que c'est que l'influence, comme on parle d'agent sous influence. Alors, à l'article 5, on apprend que l'influence désigne toute forme de contrôle ou d'emprise exercée par une puissance étrangère sur un individu, personne physique. Alors, comment mesure-t-on l'influence? Alors, on lit quelques lignes plus loin que l'influence doit être suffisamment importante pour compromettre l'indépendance ou l'objectivité de l'individu ou de l'entité concernée. On va engager un bataillon de psychiatres ou de psychanalystes pour mesurer le degré d'influence susceptible d'être, sous le coup de la loi. À vrai dire, les choses sont beaucoup plus simples que ça, oui. Francis. Doit être considéré comme influence tout comportement ou tout agissement ou toute tentative qui ne concerne ni le président de la République, ni le gouvernement, ni l'Assemblée nationale. Je dis cela pourquoi? Parce que l'État dans lequel on veut promulguer, on veut faire adopter et promulguer cette loi est l'État le plus extraverti qui soit. Donc plus de 80% du budget est financé par l'étranger, par des organisations internationales et pas au titre de la coopération bilatérale. Nous avons un président qui, chaque mois, a au moins 3 voyages à l'étranger pour aller chercher de l'argent, alors qu'il ne va pas visiter l'intérieur du pays. Et nous avons des institutions qui sont des institutions sous contrôle et sous contrôle des Wagner. La sécurité du pays est décidée par les Wagner. Jusqu'à l'économie du pays est tenue aujourd'hui par les Wagner, et même la société est gangrénée pour être quelle cogestion aujourd'hui de l'État centrafricain par l'exécutif centrafricain et Wagner. Et c'est pour ça que je vous disais... Et la Russie, en fait. Et la Russie, maintenant que la Russie assume la paternité des Wagner, parce qu'il y a 3 ans, la Russie ne tenait pas le même discours, mais maintenant la Russie assume la paternité de l'Africa Corps. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce projet-là, il s'agit de livrer la République centrafricaine pieds et mains liés, les Centrafricains avec, à une puissance étrangère, et même pas une puissance étrangère, c'est-à-dire à une sorte de mafia comprador. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des individus qui s'accaparent des pouvoirs d'État pour faire leur business. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et notre pays, aujourd'hui, on n'a pas le temps ici d'évoquer la souffrance des Centrafricains qui subissent ça. Non seulement, aujourd'hui, il y a encore plus d'1 million de Centrafricains qui sont des réfugiés à l'étranger, il y a à l'intérieur du pays près d'un demi-million de personnes qui sont encore des personnes déplacées dans le pays, à part la capitale qui est Bangui, où les tenants du pouvoir disent Bangui est doux, le reste du pays, c'est un enfer. Il est livré aux forces occultes, y compris à ceux-là
qui sont à l'origine de cette loi. De cette loi, dont on disait que c'était copier-coller de cette même loi sur les agents étrangers qui avait été édictée en 2012 en Russie, et qui avait été fortement dénoncée d'ailleurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, comme étant un outil pour réprimer les opposants, les oppositions, les opposants au régime de Poutine, et toute liberté d'expression, bien entendu. Alors, avant d'écouter les chroniqueurs, je vais prendre un raccourci, mais parce que ça se dit. Est-ce que la Centrafrique est devenue une colonie, une province russe, une colonie russe aujourd'hui? Une province, c'est un terme qui est chargé de respectabilité. Une colonie, ça entre encore dans des catégories connues. La République centrafricaine est devenue pire qu'une province et une colonie. Je disais tout à l'heure, c'est à la fois un nouveau colonialisme prédateur, décomplexé, parce que tout ça se passe au grand jour. Et tout ça se passe dans l'indifférence générale. Des Centrafricains se font tuer parce qu'ils ont osé parler. Des radios sont fermées parce qu'ils ont osé diffuser des choses. Et tout ça se passe dans l'indifférence générale. La République centrafricaine, aujourd'hui, quelqu'un avait dit un jour que la République centrafricaine, le pays n'avait jamais existé, mais il n'y a pas d'État en République centrafricaine. Il n'y a pas de nation, je ne vais même pas aller jusqu'à nation, il n'y a même pas une administration au sens d'un instrument au service de l'intérêt général, parce qu'il n'y a pas d'intérêt général. Il y a l'intérêt de ceux qui gouvernent, qui se sont entendus, comme je le disais tout à l'heure, avec toute la mafia du monde, y compris africaine, pour pouvoir piller ce pays. Et le pays est en train d'être pillé, et le pays est en train non seulement de disparaître parce qu'il n'a pas existé, mais on veut effacer les Centrafricains de la surface de ce territoire-là, et ce sont des Centrafricains qui sont aux commandes de cette opération d'effacement des Centrafricains. Et vous l'avez bien dit que le Centrafrique a été le laboratoire, le premier laboratoire de l'offensive de la Russie en Afrique subsaharienne. Alfred. Alors, moi, je souscris totalement à ce que Jean-François Kandji-Kombé vient de développer à propos justement de cette loi, projet de loi scélérat, comme il l'a qualifié. Mais je m'étonne parce qu'en fait, au moment où Archange Touadéra succède à Catherine Samba-Panza, on n'imagine pas qu'il conduirait la Centrafrique vers là, parce qu'on voit les débats qu'il y avait eu justement pour une nouvelle constitution, etc. Alors, on n'imaginait pas cela. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que la Centrafrique, mais on le disait en off ici, au fond est imbriquée dans un espace Tchad, Congo-Brazzaville, RD Congo et puis le Cameroun. Et Jean-François Kandji-Kombé a évoqué les populations qui sont déplacées le long des frontières, que chaque fois qu'il y a un événement qui se passe en Centrafrique, ça a des répercussions tout autour. En RD Congo, Congo-Brazzaville, etc. Et vice-versa, quand ça se passe en RD Congo, il y a cet impact qui est là, des populations qui traversent la frontière, qui se retrouvent en Centrafrique. Et effectivement, quand on lit ce projet de loi, on se disait, mais jusqu'à présent, la Centrafrique, quand même, a atteint, j'allais dire, des sommets de soumission à l'étranger, alors que le discours politique, le discours officiel est de dire la souveraineté de la Centrafrique, mais cette souveraineté, on la place sous la dépendance de la Russie, de Wagner. Et là, il y a un paradoxe terrible. Et cette loi, parce que ce projet, j'ai lu attentivement, alors on dit il faut se déclarer. Comment est-ce qu'on va se déclarer qu'on est comme agent étranger de l'étranger Je veux dire, ou alors on prend des Centrafricains, je ne sais pas pour qui, et puis on pense effectivement qu'ils n'ont pas cette capacité de réfléchir, de dire, mais attendez, vous nous prenez pour qui? Je pense mais vraiment que Archange Touadéra, il est en train de... Ce n'est pas véritablement un archange, mais un archange de la mort, de la compromission de la Centrafrique, et je pense effectivement, comme le dit Jean-François Kandji-Kombé, et tous les Centrafricains qui luttent, il faut se battre jusqu'au bout pour défendre
défendre ces libertés-là qu'on veut leur arracher, veut leur confisquer, liberté de parole, liberté de s'organiser, liberté d'opinion, de diffuser justement une autre parole que celle de Touadéra et de ceux qui sont autour de lui. Merci Alfred Maître. Jean-Paul Benoît, quelles analyses vous inspire ce projet de loi? Je partage l'analyse qui vient d'être faite par Jean-François. Moi, j'ai connu ce pays, je connais ce pays, j'allais dire hélas, depuis longtemps, et je l'ai connu au moment de l'épisode Bokassa et de la parodie du sacre de Bokassa. Ce pays a été frappé d'une malédiction politique et humaine. Il n'y a jamais eu de gouvernement véritable qui a pris en compte l'intérêt général des Centrafricains. Et maintenant, on arrive à la caricature la plus totale, parce que ce régime n'a même pas besoin de loi. Ce régime il ne fait pas voter la loi, il la promulgue avant qu'elle soit votée, et même si la loi existe, le propre d'un gouvernement comme celui qui est en poste en République centrafricaine, c'est de ne pas respecter la loi, c'est de ne pas respecter les règles qu'il se donne lui-même. Donc c'est une espèce de faux semblant. On dit il y a une loi. Alors cette loi, quand on la lit, elle est appliquée, mais elle est appliquée. Tout ce qui est contenu de la loi est déjà mis en œuvre avant que la loi existe. C'est-à-dire l'impossibilité de s'exprimer, c'est-à-dire le pillage du pays par un certain nombre de gens et la dépendance à l'égard de l'étranger. Donc on se demandait si c'était une province ou etc. Malheureusement, c'est une appropriation par Wagner qui, pendant un temps, a été peinturluré en disant « c'est pas moi Poutine, mais c'était la Russie ». Wagner a toujours été un instrument aux mains de Poutine. Donc c'est Wagner qui gouverne ce pays. Et j'en veux beaucoup à mon propre pays. Parce que, compte tenu des liens, vous le savez comme moi, votre pays est à la France. J'en veux beaucoup à mon propre pays, qui ne s'est jamais engagé sérieusement, complètement, dans ce pays, et a laissé faire un certain nombre de choses. Et que vous le disiez, et vous avez raison, c'est une espèce d'indifférence générale qui est meurtrière, coupable. Et la France a eu beaucoup de responsabilités dans la manière dont M. Touadéra gouverne et comment on a laissé s'implanter Wagner. Parce que Wagner, c'est la colonisation dans ce qu'elle a de pire. Donc, on pourrait ajouter aussi, pardon, les troupes rwandaises qui sont voilà. dans le cadre... C'est un autre chapitre. C'est un autre sujet compliqué et sensible. Donc je suis très triste de ce qui se passe dans ce pays que j'ai connu, qui est un beau pays, qui a des ressources, si elles étaient utilisées, exploitées intelligemment. Donc voilà, vous êtes en proie à une mafia. C'est une réflexion, Grégory? Vous avez dit quelque chose de très important, je pense. C'est ce qui est en train de se passer en Centrafrique. C'est le miroir de ce qui pourra se passer, le reflet de ce qui pourra se passer pour les autres pays. C'est un avertissement pour les autres États africains qui souscrit des accords avec la Russie. C'est également un avertissement pour la société civile et ses représentants, parce qu'il y a des populations encore aujourd'hui qui croient au projet russe. Parce que là, on a parlé de la loi de 2012 sur les agents de l'étranger, mais il y a un précédent, c'est la Géorgie. Et ça, c'était... Tout à fait. Donc, on a vu ce qui s'est passé, où ça a dû d'ailleurs créer une vindicte populaire. Donc forcément, naturellement, on pense aux États comme l'AES, mais ça sera aussi d'autres États. Et on voit finalement la vision de la Russie qui de plus en plus montre de manière ostentatoire son influence sur le continent africain, on va dire même dans le monde. Et clairement, cette opposition à l'Occident, voilà à quoi elle ressemble, l'opposition qu'on veut nous faire vendre comme paradigme à ce que sont les valeurs occidentales. Donc je pense qu'il y a une grande inquiétude à avoir et c'est pour ça que je voulais vraiment rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je pense qu'on ne mesure pas ce qui est en train de se passer sur le continent. Et même pour finir, ça devrait clairement être abordé au sein de l'Union africaine. Les pays devraient aborder ces questions-là. Qu'est-ce que l'on fait quand on a un précédent comme la Centrafrique pour pas que cela se généralise, parce que c'est sûr et certain que d'autres pays vont suivre. Oui, mais c'est une très bonne remarque que vous faites. Je voulais le dire, vous l'avez dit, c'est très bien. Les autres pays,
ça doit être un exemple dramatique qui doit obliger l'Union africaine à prendre ses responsabilités. Malheureusement, mais c'est l'indifférence, comme a dit notre ami. C'est ça. Malheureusement, quand on regarde les pays voisins de la Centrafrique, c'est pourquoi je disais le Congo-Brazzaville, la RD Congo, le Tchad, ça ne prend pas vraiment le chemin de cette prise en compte. Je suis d'accord. De cette réalité-là. Je suis Au contraire, on a l'impression que l'Afrique centrale, en tout cas de ces pays-là, c'est le ventre creux mou, justement, de j'allais dire, de la démocratie en Afrique en particulier. Et l'absence de la CEAC-CEMAC, justement, face à ces genres de situations, cette absence, elle est criante. La communauté d'Afrique centrale, voilà. Elle est dramatique, cette absence. Alors, Jean-François Kandji-Kombé, alors, avant même que cette loi fût édictée, vous avez déjà subi, vous, en fait, je dirais, les foudres de la dérive, en tout cas de ce régime dont la dérive autoritaire n'est plus à démontrer, puisqu'il y a quelques mois, enfin l'année dernière en tout cas, vous aviez contesté comme beaucoup d'autres le changement de constitution, la modification de la constitution et ce référendum constitutionnel qui permettrait donc éventuellement, enfin qui permettrait implicitement au président Touadéra de se représenter pour un troisième mandat en 2026. Alors, votre position vous a valu quand même d'être condamné à 2 ans d'emprisonnement, c'est ça, pas contumace, oui, bien. Et à 5 ans de privation de droits civiques. Pour incitation à la haine contre le gouvernement. C'est ça, vous aviez vécu ça à l'époque, vous avez fait un commentaire à l'époque, vous avez dit que vous avez vécu ça comme une décoration. Pour moi, c'est la croix du mérite centrafricain que je n'ai jamais eue. C'est celui-là que c'est celle-là que je Elle est lourde, voir avec ça. Elle est lourde. En fait, c'était la sanction d'un double combat, enfin, depuis longtemps, mais deux combats qui ont été portés devant la Cour constitutionnelle et où nous avons gagné. D'abord sur la crypto-monnaie dont on ne parle plus, c'est ça. qui avait été construit comme le système pour financer toute cette opération par la suite. Nous l'avons attaqué devant la Cour constitutionnelle et nous avons gagné. Et nous avons gagné également, avec l'opposition démocratique, la bataille juridictionnelle contre le projet de changement de constitution. Et vous savez ce qu'il en avait été pour la présidente de la Cour qui a été menacée de mort et qui a été destituée. Et j'ai été, puisque après avoir gagné ces procès-là, j'ai été interrogé par différents médias. Et cela a suffi pour dire que j'étais coupable d'incitation à la haine contre le gouvernement. Donc je suis condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et à 5 années de privation des droits civiques. Et ceci, je n'ai appris que j'étais poursuivi, qu'il y avait une audience, et je n'ai appris la sanction que par Facebook. Je dois remercier quand même Facebook, parce que je n'ai jamais été notifié de cela. C'est comme cela que marche. Vous êtes désormais assimilé aux agents de l'étranger, donc. Je suis depuis longtemps déjà assimilé aux agents de l'étranger, et puis de surcroît frappé par la sanction de la double nationalité. Et puis on trouvera bien une raison, alors que mes 2 parents sont centrafricains depuis des lustres, pour dire que je ne suis pas centrafricain d'origine. Donc il y a une quadrature du cercle. On met des critères. Alors dans la Constitution, les 2 conditions de centrafricanité d'origine et de la double nationalité, ça reste encore un peu dans les canons du droit. Là, ce qui est en train de se passer, quand vous lisez cette loi, l'autorité qui décidera de tout, c'est l'administration. Lorsque vous ne vous êtes pas déclaré vous-même comme agent étranger, il est écrit, l'administration peut d'office vous inscrire sur la liste des agents étrangers. Ça veut dire que tous les Centrafricains qui oseront ne serait-ce que manifester une discordance avec la position officielle, vont se retrouver sur cette liste. Il y a quand même une subtilité, c'est que les partis politiques ne sont pas concernés par la loi. Les partis politiques ne sont pas concernés, mais nous indiquons dans notre déclaration, d'ailleurs, nous mettons en garde les membres, les chefs de l'opposition, les chefs des partis individuellement, politiques, peuvent être concernés. Ils sont aussi personnes physiques. Exactement. Ils sont aussi personnes physiques et ils peuvent être frappés par cette sanction, par cette inscription sur la liste, de la même manière que les autres organisations qui peuvent être frappées. Donc tout est fait en fait pour laisser à la discrétion de Touadéra la décision de qui pourra
participer aux jeux politiques dans ce pays. Et on imagine très bien qu'il faudra prêter allégeance et déclarer sur la Bible et devant les ancêtres comme il a juré, il a prêté serment, mais cette fois-ci en le respectant, qu'on va l'accompagner simplement et gentiment pour qu'il reste au pouvoir jusqu'au bout, qu'il pille le pays jusqu'au bout, qu'il massacre les Centrafricains. En tout cas, merci Jean-François Makanji-Combé d'être venu nous apporter cet éclairage sur cet épisode de l'actualité centrafricaine. Mais alors, vous continuez quand même à croire toujours à la possibilité de restaurer un ordre démocratique dans votre pays. Est-ce que cette perspective n'est pas en train de s'éloigner un peu plus chaque jour, à l'approche notamment de la présidentielle de 2026 à laquelle M. Faustin Archange Touadéra sera candidat pour un troisième mandat? Alors l'enjeu pour nous est plus grand que simplement restaurer un ordre démocratique dans notre pays. Nous avons un État qui est détruit, qui n'a jamais existé. Il s'agit de rebâtir à partir de zéro, de rebâtir les fondations d'un État qui soit un vivre ensemble de tous les Centrafricains, quelle que soit leur position dans le pays, quelle que soit leur confession religieuse. Et que d'un État, également d'une gouvernance, où le Centrafricain, la décision politique, va se prendre en fonction du Centrafricain. Donc, nous croyons dans ce combat-là. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le vent en poupe. Parce que, assez curieusement, mais ce n'est pas si curieux que cela, cette politique de destruction du pays bénéficie de l'indifférence et donc du soutien d'une grande partie de la communauté internationale, y compris le pays dans lequel nous sommes et qui a promis des aides budgétaires à Touadéra, y compris les États-Unis. Nous verrons bien ce sur quoi déboucheront les élections qui vont venir, mais il y a une sorte de tolérance de tout le monde à l'égard de ce pouvoir parce qu'il offre quelque chose qu'aucun État digne de ce nom, aucun chef d'État digne de ce nom ne peut offrir à quiconque, c'est-à-dire un pays où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout est possible. Certains ont parlé de tout le mal est possible. Certains ont parlé de Far West il y a quelques années. On a parlé de Far West en parlant de la Centrafrique. C'est surtout un pays où tout est impossible à faire. En tout cas, tout le mal est rendu possible. On ne peut rien faire. Le bien n'est pas rendu possible. Il ne faut surtout pas parler des populations centrafricaines. Elles ne comptent pas. Ce n'est pas un hasard si le président de la République centrafricaine ne va jamais en province, s'il ne visite jamais les Centrafricains de l'intérieur, s'il ne se préoccupe pas des projets dans la République centrafricaine, dans les provinces, et qu'il est en voyage autour de la Terre, dans toutes les capitales, pour rechercher les grands de ce monde, mais les grands du côté obscur de la force. Le pays de toutes les aventures d'ailleurs, et ce n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on dénonce cela. Oui. Grégory. Ce que je voulais aussi évoquer par rapport aussi aux populations et cette absence d'État patente, c'est qu'il y a quand même 130 ONG en Centrafrique, dont 20 ONG françaises. Donc quel sera le devenir de ces ONG avec le risque? On a quand même 70% de la population qui est dans une extrême pauvreté. Et qui dépend de l'aide humanitaire. C'est ça. Il y a peut-être, je vais ajouter quelque chose, il y a un enjeu qui n'apparaît pas d'emblée comme cela. C'est que les organisations internationales et les États étrangers ont décidé, pour un certain nombre d'entre eux, d'apporter une aide directe à la population. Et non pas de passer par l'aide budgétaire. De ne pas passer par l'aide budgétaire. Ce qui veut dire que les organisations, les ONG centrafricaines, les organisations de la société civile reçoivent pour un certain nombre de projets jusqu'à maintenant. Ce projet de loi, c'est une manière de couper. Et d'obliger les financeurs à revenir dans les caisses de l'État pour qu'ils pillent mieux. Oui, c'est ça. Il faut réalimenter les caisses de l'État pour qu'ils puissent piller mieux et qu'ils puissent rémunérer grassement les Wagner qui sont là, parce qu'ils ont besoin aussi de cash. Ils ont des mines d'or, ils ont des mines de diamants, ils ont tous les mines des forêts, ils ont une part de l'économie essentielle, mais ils réclament également du cash. Et il faut alimenter les caisses de l'État. Et cette loi, ce projet, est aussi destiné à cela. Nous n'aurons pas épuisé, bien entendu, ce sujet. On aura l'occasion d'y revenir au cours d'autres éditions de Panel Hebdo. On va passer au deuxième sujet de cette édition,
avec le cas Viktor Orban. Et avec cette question, la Hongrie de Viktor Orban est-elle vraiment et entièrement un pays membre de l'Union européenne? À la fin de la semaine dernière, le dirigeant hongrois, dont le pays assure, il faut le rappeler, actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, s'est rendu en Géorgie pour soutenir le parti pro-russe Rêve géorgien, qui vient de remporter une victoire électorale très contestée. L'Union européenne a tenu d'ailleurs à préciser que cette visite de Orban était une initiative personnelle. Déjà en juillet dernier, il faut rappeler que le même Orban avait provoqué un certain embarras au sein de l'Union européenne en initiant une mission de paix à Moscou et à Pékin. Il faut aussi rappeler que la Hongrie s'est dissociée des sanctions engagées par l'Union européenne contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Maître Jean-Paul Benoît, vous connaissez bien ce pays, vous connaissez bien la Hongrie et vous connaissez bien l'Union européenne puisque vous êtes député honoraire de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut être membre de l'Union européenne tout en se démarquant aussi régulièrement des positions politiques de l'Union? C'est un sujet très compliqué. Personnellement, j'ai voté contre les élargissements à marche forcée. Et j'étais partisan de la création d'un noyau dur et d'associer, par ce qu'on appelle les coopérations renforcées, un certain nombre de pays qui voulaient participer à ce que j'appellerais la vie politique européenne. Maintenant, dans le cas de la Hongrie, et j'en reviens, puisque l'association des anciens parlementaires, conduite par l'ancien président allemand du Parlement européen, Klaus Sanch, a fait une visite en Hongrie où nous avons rencontré l'ensemble des dirigeants. Quelle est la vision des dirigeants hongrois de l'Europe? L'Europe, pour eux, est une grande surface. Et il y a des rayons, des fonds structurels, l'aide à l'agriculture, des aides budgétaires, et on choisit. On choisit ce qui est utile au pays, et quand il y a un certain nombre d'obligations politiques, stratégiques, internationales, je pense à l'Ukraine, à l'égard de la Russie, on s'exonère en disant, au nom de la souveraineté de mon pays, je ne participe pas à cette politique européenne. Et M. Orban a comparé la Commission européenne au Politburo. Et il a ajouté soviétique, parce que d'autres auraient pu penser au Politburo de M. Poutine, parce que le nom a changé, mais la philosophie est la même. Donc ça pose le problème du fonctionnement et de la stratégie et de l'avenir de l'Union européenne. Maître, est-ce qu'un régime comme celui de Viktor Orban, qualifié d'illibéral, c'est-à-dire à mi-chemin entre démocratie et système autoritaire, est-ce que ce régime, un tel régime, est compatible avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne? Non, pour moi, la réponse est non. Elle n'est pas compatible. Simplement, à partir du moment où l'Union européenne est incapable de se donner une stratégie commune, de définir une politique internationale commune, une politique de défense commune et une certaine autonomie, cette incapacité aboutit à une espèce de désordre dans le fonctionnement institutionnel de l'Europe. Et M. Orban est dans une espèce de politique de chantage permanent en disant non, au nom de ma souveraineté, non, je ne peux pas, là on porte atteinte à ma souveraineté. Et M. Orban a été très habile, car quand il s'est agi d'accorder des soutiens à l'Ukraine, il a négocié, il a dit non, je vais voter non. Et puis finalement, il a négocié, il s'est abstenu, puisque c'est la règle de l'unanimité. Donc on a pu donner une aide à l'Ukraine. Mais M. Orban a dit non, pas moi. Et l'Union européenne est en train de disparaître de la scène mondiale. Parce que à cause de sa contradiction. Oui, interne. À cause de ses contradictions et de son immobilisme et de son inaction. Aucun pays européen, seul, n'est capable de peser dans le dialogue international. Alors que l'Union européenne, avec des stratégies communes sur un certain nombre de sujets déterminés, peut peser dans le monde comme un ensemble démocratique, non pas un ensemble impérialiste. Au contraire, un ensemble qui veut combattre les impérialismes tel que M. Poutine est en train de le promouvoir avec sa nouvelle alliance. Et il faut quand même noter que la réunion de M. Poutine, il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Et que,
cette Union européenne est dans... C'est comme, d'une certaine manière, une espèce d'indifférence ou d'habitude. Disant, bon, ça lui passera. Et on est dans une espèce de désordre intellectuel en fait, et en moral. Hongrie, comme elle n'est pas seule, hein, il y a eu également la Pologne également. Hein, La Pologne, alors, elle a changé de gouvernement. Oui, elle a changé de gouvernement, c'est vrai. Avec Tusk, Ouais, voilà. il y a On a reproché à ces pays, hein, qu'on a appelé à un moment donné le groupe de Visegrad, de vouloir tous les avantages de l'Union européenne et pas les contraintes. Ils veulent les avantages et pas les contraintes. Ce que je dis, on rentre dans une grande surface, on choisit dans les rayons ce qui convient, puis le reste. Donc pour moi, c'est une grande interrogation. Et je suis assez pessimiste sur le fonctionnement de l'Union européenne. Jean-Paul, je comprends l'inquiétude de Jean-Paul, mais... C'est une inquiétude objective. Je le conçois, mais un peu exagéré, hein, un peu alarmiste. Non, mais il vaut mieux alarmer avant que de pleurer après. N'est-ce pas? Alors dites-nous, voilà. Apportez-nous les nuances. Alors la nuance, en 2012, j'étais à Budapest. J'ai passé 10 jours à Budapest. C'est une très belle ville en plus. Absolument, absolument. Et les contradictions que Jean-Paul soulève existaient déjà depuis cette époque-là. C'est-à-dire les fonds européens pour aider l'économie de la Hongrie à sortir de l'ère soviétique. Mais vraiment à marche forcée. Et en même temps, on voyait les contradictions, c'est-à-dire que Orban avait compris une chose, on a dit le chantage, d'accord, se disant d'un côté, ben oui, il y a cette dépendance vis-à-vis de la Russie, et que s'il y avait cet appui, ce virage fort vers l'Europe, il risquait justement d'avoir les foudres de Poutine contre la... Oui, mais c'est son argument. Ce qui fait que la population hongroise est partagée en deux. Moi, j'avais vu tous ceux qui, j'allais dire, étaient pour l'Europe, la liberté, la démocratie en Hongrie, malheureusement, élection après élection, sont battus parce que le nationalisme de Orban a fini par prendre... Adhérer à l'Europe, on adhère à l'Europe sur la base de critères qui sont des critères fondamentaux, des critères convergents et des valeurs qui sont des valeurs fondamentales. Oui, voilà, qui sont bien connues, on s'y inscrit ou non, pas. Je nuance un peu. Mais l'opposition est muselée dans son expression maintenant. Ah oui, d'accord. Donc elle est muselée dans son expression comme elle l'est en Géorgie. Oui, tout à fait. C'est un autre sujet. Oui. Donc elle est muselée dans son expression. Et la justice ne satisfait pas d'ailleurs aux critères d'indépendance. Et Orban, manipule la télévision, les journaux, il y a du chantage et de la corruption. Vous avez du mal à avancer vos nuances. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que... Vous allez défendre vos vacances en Bulgarie, en fait. Non, mais il a compris une chose, que chaque fois qu'il menace l'Europe de se tourner vers, alors on va calmer le jeu. On l'a vu avec, par exemple, l'adhésion de la Finlande, de la Suède à l'OTAN. Ce qu'il a fait, il a du chantage, et puis à la fin, il a cédé. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il prend les têtes de gondole dans le supermarché européen, et puis après, il essaie de faire ce qu'il veut. En même temps, mais justement... Alors on va aller vite, parce qu'on va écouter... Oui, c'est ça la faiblesse, au fond, je dirais pas la faiblesse, la tolérance de l'Europe pour dire... C'est une faiblesse, tolérance, le mot... C'est de la tolérance. Là, je suis pas tolérant. Justement, de perdre un certain nombre de ses membres. Déjà que la Grande-Bretagne s'est retirée, le Brexit et tout ça. Parce qu'en même temps, on a dit à Orban, si tu veux quitter l'Europe, vas-y, fais-le. Mais il l'a pas fait parce qu'il sait les avages que son pays... Il n'a pas envie de quitter l'Europe. C'est pour ça qu'on dit combien, alors. Est-ce qu'on peut parler d'un conflit de valeurs, je dirais, entre des régimes comme celui de Viktor Orban et les valeurs fondamentales de l'Union européenne, quoi? Il y a une erreur stratégique au fondement de tout cela, qui avait été rappelée par Maître tout à l'heure. C'est un choix qui a été fait d'élargir d'une certaine manière, sans réciprocité, sans conditionnalité, parce qu'il faut se souvenir qu'avant cette vague d'élargissement, il y avait une condition démocratique pour parce que la communauté, ce qui était l'Union européenne d'aujourd'hui, la communauté à l'époque se définissait comme une communauté de valeurs d'abord, comme une communauté de valeurs et également
Et il se trouve que dans une autre vie, celle-ci, mais dans un autre passé, j'avais participé dans le cadre d'un programme conjoint de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe à la préparation des différents pays qui entendaient adhérer à l'Union européenne. Donc j'ai été à Budapest aussi, dans ces conditions-là. Et il était clair que... C'était aussi l'euphorie de l'après-guerre froide, qui a mis l'Union européenne à absorber tout ce qu'on appelle les satellites de l'Union soviétique. Il y a non seulement cette euphorie-là, mais c'est une euphorie qui a été servie par, une vision plus formaliste de la procédure, parce qu'on allait changer, il suffisait de changer des lois, ratifier des conventions, et puis c'est tout. Or, l'enjeu, ce que je vois dans cet enjeu, et je suis d'accord avec Maître, que l'Europe est en train de se déliter complètement, l'idée européenne n'est plus là, nous avons la politique extérieure de sécurité commune, qui est l'objet de la déclaration. Oui, la fameuse déclaration. Voilà. Mais elle n'est pas mise en œuvre. Il se trouve que cette politique-là, auparavant, n'était pas un élément de l'intégration. On a décidé d'en faire un élément de l'intégration, mais sans prendre les précautions, notamment en termes d'institutions et de procédures, pour faire en sorte qu'il se dégage une volonté européenne qui soit portée à l'international et qui soit soutenue par des moyens notamment de sécurité. Et donc on est dans cette ambiguïté-là, et Orban, il profite de ce brouillamini pour dire « je ne parle pas au nom de l'Europe », mais il sait très bien que sa parole est reçue comme étant la parole de l'Europe. Et donc, contradiction dans les termes, l'Europe est mal barrée. Il profite de ce clair-obscur, comme dirait quelqu'un, d'où jaillissent les monstres. Je veux dire juste un mot sur l'élargissement. Les États-Unis ont poussé au maximum la politique d'élargissement, avec l'argument suivant. Quand on émettait les réticences que j'aimais, il faut construire un ensemble cohérent, avec des valeurs communes. Donc j'aime mieux un nombre de pays moins important que des pays qui ne partagent pas toutes les valeurs communes. Donc contrôlons totalement d'accord avec cet élargissement. Les États-Unis n'ont jamais souhaité l'existence d'une Europe forte. Bien sûr. Et ils ont toujours poussé à l'élargissement. Et le thème, c'était ça. Le thème, c'était de dire, vous ne pouvez pas laisser de côté ces pauvres États qui ont souffert de l'occupation soviétique. Et j'ai entendu ça, j'étais à la délégation du Parlement avec les États-Unis, j'ai entendu ça de la bouche du secrétaire d'État et du secrétaire d'État à la Défense et du secrétaire d'État. Donc c'était les États-Unis ne veulent pas d'une Europe forte. Les États-Unis ont été derrière l'élargissement avec cette conséquence très très concrète. Je vous parlais des missions effectuées en Hongrie, mais aussi à Tbilissi. Ils ont été à Tbilissi à plusieurs reprises. Et sur le terrain, les États-Unis non seulement poussaient, mais envoyaient également pour avoir une influence prépondérante sur le système qui allait sortir de cet ordre-là. Et ce système libéral, c'est ce que représente M. Orban aujourd'hui. Exactement. Et donc, entrer dans l'Europe, mais soyez nos meilleurs élèves et nos meilleurs représentants à l'intérieur, nos meilleurs défenseurs. Nos meilleurs exécutants. D'ailleurs, M. Trump a dit que M. Orban était l'homme politique le plus intelligent qu'il ait rencontré. Un mot rapide, Grégory ? Oui, moi, ce que je pense, c'est que l'Union européenne ne parvient pas à déchiffrer, à décrypter ce type de phénomène comme Viktor Orban. On n'arrive pas à arrêter ces phénomènes-là qui ont des résonances forcément sur le plan intérieur, des résonances même au sein de l'Union européenne, parce qu'il y a des populations encore qui continuent à ne pas croire au projet européen. Même en France, le Rassemblement national, on est encore quand même la représentation de cela. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure le manque de stratégie à l'échelle européenne sur le plan militaire, sur un certain nombre de domaines. Quand vous avez un pays comme la Hongrie qui dépend à 80% du gaz naturel russe, pas forcément. Il y a déjà, la position, elle est déjà là. Elle se révèle déjà à ce niveau-là. Et l'Allemagne. Et moi, j'ajouterais... On n'aura pas l'occasion de parler des États-Unis. Mais rapidement, non, mais j'ajouterais une chose. Je sais que vous y tenez beaucoup, c'est pour ça. Absolument. Juste, alors... Il veut nuancer nos propos. Non, ce que je voudrais ajouter, c'est simplement que, effectivement, on n'a plus des dirigeants européens forts comme était Helmut Kohl ou comme était François Mitterrand et surtout Angela Merkel. Ah non,
Alors là, je suis en désaccord total. Non, Angela Merkel relancez n'avait pas le débat, aucune s'il vous plaît. vision européenne. Est-ce que je peux finir juste Elle par n'avait une aucune question vision européenne. Elle était directrice l'Europe- générale de Mercedes. L'Europe que nous venons de décrire là, au nom de quoi elle pourra encore aller donner des leçons Mais c'est- ou exiger des choses? Mais il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de Notamment montrer en un Afrique. exemple. C'est pas pareil. Notamment en Afrique. Et on a là une des conditions qui font qu'en République centrafricaine, le mal continue à prospérer. Parce que vous ne pouvez pas, en étant vous-même ainsi, aller prôner autre chose et présenter un exemple ailleurs. Donc l'Europe est déstructurée et puis bon. Non, mais je ne souhaite pas que l'Europe donne des leçons, je souhaite qu'elle soit un exemple. c'est Donc tout. qu'elle soit un exemple. C'est Mais pas la qu'est-ce- même chose. Je dis au nom de quoi, justement parce Bah, que au nom de ses valeurs, au nom de son fonctionnement, au nom de la démocratie, justement. au nom de l'autonomie Et qu'elle vit par rapport elle-même. Mais aux qu'elle vit États-Unis et à la elle-même. Russie. Au nom de ce qu'elle vit elle-même et de ce qu'elle incarne elle-même. Bien sûr. Et c'est de ça que nous sommes. En tout cas, elle est faut face jamais- à ces contradictions historiques. Il ne faut jamais Aujourd'hui, oublier les populations. Les populations veulent adhérer à l'Union européenne. Les populations de ces pays-là, parce qu'ils savent que c'est un espace de liberté. Oui, oui, c'est vrai. Oui, donc il faut prendre ça en considération. Mais ça a été pris en considération. d'ailleurs. Oui, oui, non, mais par rapport. alors, Oui, oui. très rapidement, en 5 minutes, on va faire un tour de table pour parler, quand même, faire un point sur la campagne de la présidentielle aux États-Unis. Oh, c'est pas important. Dernière ligne droite de cette campagne. Alors, la semaine prochaine, on fera une édition spéciale, évidemment. On consacrera une édition spéciale à cette élection. On aura les résultats. Entre-temps, puisque l'élection a lieu le 5 novembre, bien sûr. Alors, c'est un climat préélectoral particulièrement tendu. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. On parle d'une élection de tous les dangers aux États-Unis, avec une Amérique profondément divisée, fracturée, ce qui fait craindre donc les pires scénarios, justement, pour le lendemain de ce scrutin. D'autant que, selon certains observateurs sur place aux États-Unis, les équipes de Donald Trump ont déjà mis en place un dispositif de guérilla judiciaire, hein, avec des bataillons d'avocats et des militants qui se préparent à des blocages locaux, 140 voire millions recours aux armes. pour les Il y a avocats. déjà un début de contestation dans les 140 rangs millions. de républicains, dans les rangs du candidat républicain, notamment pour la séquence en Pennsylvanie. Il y a quelques contestations déjà, quelques accusations de fraude. Enfin bon, voilà, le climat est installé pour des lendemains du scrutin assez compliqués, dirons-nous. Alors, on va faire un tour de table rapide. Je sens votre gourmandise, Alfred, à prendre la parole. Je vous la donne en premier, donc. Alors, non, j'aurais pu parler de Trump en éboueur. Je ne le ferai pas. C'est fait, c'est fait. J'aurais pu parler de Musk qui corrompt, qui donne des millions. Elon Musk. Elon Musk. Il ne le je fera n'en pas. parlerai pas. Vous l'avez fait. Mais, Sauf qu'il le fait. moi, je retiens. C'est un procédé littéraire habituel. ça. N'est-ce pas? Ce que je retiens, moi, de cette semaine, c'est l'intervention, l'appui d'Arnold Schwarzenegger à Kamala Harris et Valls. Il a dit là quelque chose de fondamental sur cette élection et sur l'enjeu de cette élection américaine. En 2 mots, je ne crois pas aux politiciens, mais je crois aux idées politiques. Et la seule personne capable de représenter ces idées du vivre ensemble aux États-Unis, c'est Kamala Harris et Tim Walz. Jean-François, rapidement. Sujet d'inquiétude, bien sûr, pour les États-Unis, mais vu l'engagement des États-Unis sur d'autres théâtres d'opération dans le monde, la position qui, de fait, est tenue par les États-Unis, ce qui s'annonce ne permet pas d'avoir de l'espoir sur des relations compréhensives, en quelque sorte, avec les pays, y compris avec les pays africains. Quel que soit, si c'est le président Trump qui repart, je crois que c'est lui qui avait dit que c'est la merde. C'est la merde. Les pays de... Vous l'avez dit. Les pays de merde, je pense qu'on sera considéré même moins que ça. Si c'est Kamala Harris, c'est l'inconnu. Non, c'est la continuité aussi. C'est la continuité, mais dans beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup d'ambiguïté, si je m'en tiens à la situation de mon pays, beaucoup d'ambiguïté. Donc, on observe tout ça.
en espérant de garder espoir dans un monde qui n'a plus de boussole. Grégory, rapidement. Le suspense est total par rapport à... C'est quand même la campagne de toutes les outrances, du côté... Oui. Alors, jamais vu, il y a eu ce meeting à New York avec un festival d'outrance et de racisme. Oui, c'est ça. En fait, décomplexé. Là, on sent qu'il y a une tension immense dans les deux camps. Et on essaye de voir qui va déraper, parce qu'on sait que ça va se jouer à quelques milliers de voix. Et là, ce qu'on peut noter, c'est que la stratégie de Kamala Harris de toujours vouloir parler de Donald Trump, parce que Donald Trump, forcément, en faisant le buzz, il attire tous les regards. Elle se détourne finalement de son projet et peut-être aussi de sa base électorale. Donc on verra ce que ça va donner dans quelques jours. Maître Jean-Paul Benoît, je sais qu'en une phrase, vous pouvez conclure cette émission. Moi, pour une fois, je vais être modeste. Je n'ai aucune conclusion. C'est l'élection la plus serrée qu'on ait jamais connue. La seule certitude que j'ai, c'est ça, et que quel que soit le résultat, M. Trump va le contester, puisqu'il a un bataillon d'avocats qui lui coûte 140 millions de dollars. Merci, Maître Jean-Paul Benoît, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Grégory Sileni, merci d'être venu. Alfred Changolokoro, merci beaucoup. Et merci à notre invité spécial, Jean-François Kandji Kombe, président du Conseil de résistance et de transition, c'est le CRT, Mouvement politique centrafricain. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. L'émission a été réalisée, comme chaque semaine, par Romain Clicquot de Mainte. Merci beaucoup à lui. Et donc, à la semaine prochaine, d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.